Bonjour et bienvenue pour cette exploration du sommeil et de l'énergie aussi. Oui, bonjour. Un sujet passionnant. On va s'appuyer aujourd'hui sur des passages clés du livre Bien dormir, vivre à fond. C'est de la docteure Nerina Ramlakhan. Tout à fait. L'objectif, c'est de voir ce qu'elle propose pour retrouver un sommeil de qualité, bien sûr. Mais aussi pour avoir plus d'énergie pour vivre pleinement en fait. C'est ça. Aller au-delà de la simple survie, vraiment s'épanouir. Elle fait un lien très fort entre la qualité du repos, notre vitalité. Et même le sens qu'on trouve dans sa vie. C'est assez profond comme approche. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de son propre vécu. Elle a souffert d'insomnie pendant des années. Ah oui, elle raconte cette anecdote dans l'avant-propos, le ventilateur. Après des décennies, elle arrive enfin à dormir sans ce bruit de fond. Exactement. Comme si elle avait enfin lâché une béquille inutile. Hmm, Et ça l'amène à une idée, assez provocante, on peut dire. laquelle? Et si ces problèmes de sommeil, c'était pas juste une fatalité, mais une sorte de signal? Un signal? Oui, une chance, c'est le mot qu'elle utilise. Une chance de regarder de plus près ce qui cloche dans notre vie. D'accord, ça change la perspective, c'est sûr. Alors, comment on fait ce chemin, passer de la survie à cette vie pleine d'énergie, en commençant par mieux dormir? Bon, le point de départ, selon elle, c'est simple, mais c'est fondamental. Notre corps, c'est dormir. C'est inné? C'est ça, c'est dans notre ADN en quelque sorte. Si on n'y arrive pas, c'est pas le mécanisme de base qui est cassé. C'est plutôt, ce qui vient le perturber. Nos pensées, nos habitudes? Voilà. Nos croyances, notre état d'esprit, notre métabolisme aussi, tout ça. Le livre veut nous aider à nous rappeler comment faire. D'accord. Et là, elle introduit une distinction importante entre deux modes. Oui, le mode sécurité et le mode survie. C'est vraiment la clé de son approche. Alors, le mode survie, c'est quoi exactement? C'est notre vieux système d'alerte, le système nerveux sympathique qui s'active. La fameuse réponse combat ou fuite. C'est ça. Avec l'adrénaline, la peur, très utile face à un tigre, disons. Sauf qu'aujourd'hui, le tigre, c'est plutôt la boîte mail, les notifications. Et exactement. Le stress chronique moderne, la pression au travail, le trafic, cette impression de devoir être toujours au taquet, et cet état d'hypervigilance. C'est l'ennemi du sommeil, logique. À l'inverse, il y a le mode sécurité. Là, c'est le système parasympathique qui prend le relais. Ou est digestion. Voilà. C'est là où le corps peut se détendre, récupérer, guérir et bien dormir. C'est un état de confiance, de bien-être. Le problème, c'est qu'on est souvent bloqué en mode survie. On y passe beaucoup trop de temps, même sans danger réel. Et ça nous coupe de ce qu'elle appelle le sommeil sattva. Sattva. Ça vient d'où ça? C'est un terme de la philosophie indienne. Ça désigne un sommeil qui n'est pas juste long, mais profondément réparateur, pur, qui nous ressource vraiment. Pas juste se réveiller en se sentant encore à plat, quoi. Exactement. Ce qui arrive souvent, malheureusement. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. On compte les heures, parfois on est obsédé par ça. Mais on voit le repos comme un luxe, quelque chose qu'on peut sacrifier. C'est très lié à notre culture de la performance. Elle cite Carl Honoré là-dessus, je crois. Et la technologie dans tout ça, elle nous aide ou pas? C'est ambigu. Elle nous connecte, oui. Mais ça peut être une illusion. Toujours allumé, toujours connecté. Tu peux devenir toujours allumé, toujours déconnecté, déconnecté de soi. Déconnecté de nos vrais besoins, des liens humains profonds, oui. Elle cite Sherry Turkle. Eh oui, ces travaux sur l'impact des technologies. Voilà. Cette connexion permanente donne une impression de compagnie, peut-être, mais ça ne remplace pas l'intimité, ce sentiment profond de sécurité qui permet au système nerveux de basculer en mode sécurité. Et donc de nous autoriser à dormir. C'est crucial. C'est la condition pour que le sommeil puisse remplir toutes ses fonctions vitales. Parce qu'il ne sert pas qu'à se reposer les muscles. Non, bien sûr. Le livre rappelle le nettoyage du cerveau. C'est fascinant ça, le système glymphatique. Oui, pendant le sommeil profond surtout. Il évacue les déchets accumulés, comme la protéine bêta-amyloïde liée à Alzheimer. Il y a aussi la consolidation de la mémoire, l'apprentissage. Tout à fait. Et une dimension peut-être moins connue, la restauration de l'énergie vitale. L'énergie vitale, pas juste être moins fatigué? Non, c'est plus que ça. C'est l'enthousiasme, la créativité, le courage, notre feu intérieur, en quelque sorte. Le sommeil le nourrit. Et la réparation physique, bien sûr? Oui, la guérison cellulaire s'accélère pendant le sommeil. D'accord. Et comment ça marche concrètement? Ce n'est pas juste un bloc de sommeil uniforme la nuit? Non, non. C'est un balai de cycles,
des cycles d'environ 90 minutes qui se répètent. Orchestré par notre horloge interne. Exactement. Notre horloge biologique dans le cerveau, au niveau du noyau suprachiasmatique, le NSC, elle est très sensible à la lumière. C'est pour ça qu'on dit d'éviter la lumière bleue le soir. Voilà. Quand la lumière baisse, la glande pinéale produit la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et le matin, la lumière du jour stoppe la production. C'est un mécanisme puissant, mais fragile aussi. Et dans chaque cycle de 90 minutes, il se passe différentes choses. Oui, on distingue plusieurs phases. En gros, le sommeil léger pour s'endormir et qui prend pas mal de place. Mhm. Puis le sommeil profond, celui qui est super important pour la récup physique et le nettoyage du cerveau. C'est celui-là qui est le plus menacé? Oui, c'est ce que dit le livre. Et enfin, le sommeil paradoxal ou REM. Là, le cerveau est très actif. C'est là qu'on rêve le plus. Oui, les rêves intenses, mais c'est aussi crucial pour gérer les émotions, consolider certains apprentissages. Et qu'est-ce qui menace ce fameux sommeil profond alors? Plusieurs choses. Déjà, simplement se coucher trop tard. D'accord. L'exposition à la lumière bleue des écrans, bien sûr, qui bloque la mélatonine, mais elle parle aussi d'intrusion d'ondes cérébrales rapides, des pics bêta. Des sortes de bugs dans le système. Un peu ça, oui. Possiblement lié à notre mode de vie hyper simulé, toujours connecté. Ça vient perturber la profondeur du sommeil. On voit bien le lien avec notre environnement moderne. Mais elle ne s'arrête pas à ces conseils d'hygiène de sommeil ici. Non, justement. C'est là qu'elle va plus loin avec ce qu'elle appelle le vrai travail. Le vrai travail, c'est-à-dire Son idée, c'est que les problèmes de sommeil chroniques, c'est souvent la pointe de l'iceberg. le symptôme d'autre chose. Exactement. Le symptôme de déséquilibre plus profond. Pourquoi on a besoin de 10 cafés? Quelle est la vraie fatigue derrière ça? Une fatigue existentielle peut-être? Ah oui, ça demande l'introspection. Carrément. Parce que ça veut dire que les solutions de surface, ça ne suffit pas. Prendre un somnifère, suivre 3 règles à la lettre, si on ne s'attaque pas à la racine, Ça ne marchera pas durablement. voilà. Elle donne des exemples, le perfectionnisme à outrance, l'incapacité à dire non, à poser ses limites. Le sentiment d'être déconnecté de ses valeurs? Oui, ou le besoin de tout contrôler. Toutes ces tensions internes nous gardent en mode survie, même la nuit. Et là, on revient à l'idée de chance, le trouble du sommeil comme un messager. C'est ça, le principe numéro 10, si on écoute ce message, ça nous pousse à faire ce vrai travail. Et ça peut nous guérir sur bien des plans, pas juste le sommeil. D'accord. Et elle propose une méthode pour ça. La méthode BDVF. Oui, bien dormir, vivre à fond, en 4 étapes. Quelles sont ces étapes? La première, c'est un changement de regard, une prise de conscience, comprendre comment on fonctionne avec ses modes survie et sécurité, et puis prendre sa part de responsabilité. Assumer qu'on peut agir dessus. C'est ça. Elle utilise l'acronyme ARC, accès à la conscience, responsabilité et choix. Décider d'être acteur, pas victime. D'accord. Et l'étape 2, ça a l'air plus concret. Oui, très concret. Nettoyer son énergie avec les 5 non négociables, les 5 NN. Les 5 NN. Ce sont 5 habitudes de base, mais vraiment fondamentales, pour stabiliser son énergie et envoyer des signaux de sécurité au corps. L'idée, c'est d'avoir des résultats assez vite pour se motiver. C'est la base, les fondations. Indispensables, oui, sur lesquels on va pouvoir construire la suite. Et la suite, c'est quoi? Étape 3. Améliorer la qualité du sommeil, avec des outils plus spécifiques, du petit outillage et du gros outillage, comme elle dit. Et l'étape 4? C'est se connecter à une énergie extraordinaire. Là, on est au cœur du vrai travail. Trouver son refuge intérieur, cultiver le sens, l'amour de soi, la connexion aux autres. L'épanouissement dont on parlait au début. Exactement. C'est une approche très complète. On sent qu'elle intègre plusieurs dimensions. Oui, c'est holistique. Elle fait le pont entre la science occidentale du sommeil et des sagesses plus anciennes, orientales notamment. Elle parle du chêne, par exemple. Oui, un concept de médecine chinoise. C'est l'esprit, la conscience. Pour bien dormir, le chêne doit être calme, ancré dans le corps. S'il est agité, dispersé par les soucis, Le sommeil est difficile. Logique. elle mentionne aussi les chakras, Ah oui! Comment ça s'articule? comme une autre façon de lire nos états internes. Les chakras sont vus comme des centres d'énergie liés aux émotions. Une insécurité au niveau du chakra racine, par exemple, ou de l'anxiété au plexus solaire. Ça peut se manifester par des troubles du sommeil. Voilà. Ça donne une autre perspective sur comment nos états internes, nos émotions, impactent le corps et le repos. Ça renforce l'idée du vrai travail sur soi. Très intéressant. Revenons à l'étape 2, les fondations, les 5 non négociables. C'est quoi, concrètement? Alors, le premier, le NN1, prendre un petit déjeuner. Et pas n'importe quand, dans les 30 à 45 minutes après le lever. Pourquoi si vite? Pour casser le jeûne de la nuit rapidement, ça stabilise la glycémie et surtout ça envoie un signal au corps.
Tout va bien, pas de famine, tu peux quitter le mode survie. D'accord. Ça régule l'énergie pour la journée et ça prépare le sommeil du soir. Oui, ça aide même à préparer la production de mélatonine pour le soir. Mais si on n'a pas faim le matin, c'est souvent le cas. Elle dit que c'est justement souvent le signe que le métabolisme est déjà en mode stress. Pas besoin de faire un festin. Une poignée d'amandes, 2 dattes, ça suffit pour commencer. D'accord. Le deuxième NN. L'eau, boire assez d'eau, environ 1,5 à 2 litres par jour, NN2. Pourquoi c'est si important? Notre cerveau, c'est beaucoup d'eau. La déshydratation, même légère, c'est un stress pour lui. Ça peut nous maintenir en état d'alerte. Ok. Troisième point, la caféine. J'imagine qu'il faut réduire. Ah oui, c'est le NN numéro 3. Réduire fortement, idéalement supprimer. La caféine agit longtemps, la demi-vie c'est 5 heures. Ça veut dire que la moitié est encore là 5 heures après. Exactement. Et ça bloque les récepteurs qui nous aident à nous endormir, tout en stimulant l'adrénaline. Mode survie activé. Le conseil, c'est pas après quelle heure? Pas après 15 heures, idéalement. Et surtout, jamais de café avant le petit déjeuner. Faut pas commencer la journée directe en mode stress. Compris. Le quatrième NN, ça concerne nos amis les écrans? Oui. Le couvre-feu électronique. NN numéro 4. Arrêtez les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. À cause de la lumière bleue? Oui, qui bloque la mélatonine. Mais pas seulement. Le contenu aussi. Les mails, les réseaux sociaux, ça stimule, ça active le système de récompense avec la dopamine, ça réveille. D'accord. Et le dernier, non négociable? Se coucher avant minuit. NN5. Au moins, essayez de le faire 4 fois par semaine. Pourquoi avant minuit spécifiquement? Parce que le sommeil avant minuit est considéré comme particulièrement réparateur. Pour les hormones de stress, la récupération physique, c'est le sommeil de beauté aussi. D'accord. Donc ces 5 habitudes, c'est vraiment la base pour stabiliser l'énergie. C'est le socle. Et pour aider, elle donne aussi des outils simples, du petit outillage. Comme quoi par exemple? Un truc tout bête mais efficace. Vider sa mémoire vive. Prendre 5 minutes avant d'entrer dans la chambre pour écrire sur un papier tout ce qui tourne dans la tête. Les soucis, les trucs à faire. Pour les laisser à la porte de la chambre. Exactement. Créer une séparation nette. L'environnement de la chambre est important aussi, j'imagine. Oui, en faire un sanctuaire de sommeil. Calme, rangé, sombre, bonne température. Pas d'ordi, pas de dossier du boulot. Et elle donne un conseil si on se réveille la nuit. Ah oui, crucial. Ne surtout pas regarder l'heure. Pourquoi? Parce que ça déclenche direct l'anxiété. Oh non, il est 3 heures du mat, je vais être crevé demain. Et hop, impossible de se rendormir. Alors on fait quoi? Mieux vaut se lever un petit peu, faire quelque chose de très calme ailleurs, lire quelques pages d'un livre pas trop prenant, boire un peu d'eau et retourner se coucher quand on sent le sommeil revenir, sans regarder l'heure. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, le message central de bien dormir, vivre à fond, c'est que retrouver un bon sommeil, c'est pas juste appliquer des recettes. Non, c'est un chemin plus global. Ça implique de mieux comprendre et gérer notre énergie, apprendre à passer du mode survie au mode sécurité. Et surtout, ça nous invite à faire ce fameux vrai travail sur les causes profondes de nos tensions, qui finissent par se manifester la nuit. C'est ça. Et les 5 non négociables, c'est le point de départ concret, accessible pour commencer ce changement. Un changement vers une vie plus... Plus vécu à fond, comme le dit le titre. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée qui fait écho à son idée de chance. Oui, Et si, au lieu de voir ces nuits difficiles comme un ennemi à combattre, on choisissait de les écouter? Si on les voyait comme une invitation, pressante certes, une invitation à quoi? à ralentir, à regarder vraiment ce qui se passe en nous et à faire les ajustements nécessaires pour, passer de la simple survie à un véritable épanouissement. Une réflexion puissante pour clore cette exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les idées de bien dormir, vivre à fond. On espère que cette conversation nourrira la réflexion et le chemin de chacun vers un meilleur repos et une vie plus vibrante.